Et donc la seconde présentation, j'ai toujours du mal à m'habituer à la longueur de cette table, qui est digne de Vladimir Poutine. Mais donc là, au bout de la table, nous avons notre deuxième oratrice de la matinée. Donc le plaisir d'accueillir Eleni Diamanti, qui est directrice de recherche au CNRS, travaille au laboratoire d'informatique de Sorbonne Université. Elle est également impliquée dans le Paris Center for Quantum Computing, qui est une fédération d'équipes de recherche en informatique quantique, avec des physiciens et des informaticiens à Paris. Et donc, comme vous l'avez deviné, c'est une spécialiste d'informatique quantique et d'information quantique, et elle va nous expliquer justement en quoi le quantique change et le paysage de la cryptographie et de la communication. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est un très grand plaisir et un honneur de participer à ce colloque magnifique organisé par le Collège de France sur les questions de déchiffrement. Et donc, du coup, maintenant, je vais essayer, l'objectif pour la prochaine demi-heure, c'est de transposer ce sujet magnifique qu'est la cryptographie, dont Anne vous a donné un aperçu, très joli aperçu, au domaine de la physique. On va donc partir d'une compréhension mathématique de la question de cryptographie, on va passer au monde de la physique et évidemment, je considère que j'ai une très grande chance aujourd'hui de vous parler de ces sujets juste quelques jours ou 2-3 semaines après l'attribution du prix Nobel de physique exactement à notre scientifique français Alain Aspect et aussi à Clauser et Dillinger qui ont travaillé justement, qui ont fondé, ont mis les bases de ce domaine. Et donc, je vais essayer de vous expliquer comment est lié le monde de la physique quantique, qui semble quand même un monde très fondamental, à une question extrêmement pratique et appliquée, comme la cryptographie. Donc, vous avez vu, on a vu déjà qu'on est ici en quête d'une sécurité parfaite dans le sens de la théorie de l'information ici, donc c'est-à-dire qu'on aimerait n'avoir à faire aucune hypothèse sur la puissance des calculs d'un adversaire ou en général sur les capacités de notre adversaire. Nous avons vu qu'il y a un système mathématiquement indéchiffrable, c'est le masque jetable qui est connu maintenant depuis un siècle, et ça nous offre une sécurité donc parfaite si cette clé qu'on a vue, donc cette série de bits, est parfaitement aléatoire, aussi long que le message et à usage unique. Et donc, ce type de système pose évidemment des systèmes de contraintes pratiques. Donc, il y a toujours ce dilemme, cette bataille, comme a expliqué Anne, entre l'idée d'une sécurité parfaite et une mise en œuvre qu'on doit faire pour vraiment utiliser ces systèmes de façon opérationnelle. Et donc, cela nous oblige à utiliser finalement pour nos transactions bancaires, notamment, comme on a vu, mais pour tout autre sujet, pour toute autre transaction, toute autre opération dont on a besoin de la sécurité. Et ça, c'est un sujet, on est tous d'accord que la cybersécurité est un sujet parfaitement très, très actuel, d'actualité, extrêmement stratégique aussi, non pas seulement pour nos transactions, mais aussi presque pour la démocratie. Donc, c'est un sujet extrêmement important. Donc, on ne peut pas jouer avec la cybersécurité. Donc, le fait qu'on est obligé de mettre, pour nos implémentations pratiques, de mettre en œuvre des versions affaiblies, et donc cela doit nous poser des questions. Et donc, on a besoin de faire des hypothèses sur la capacité de calcul de notre adversaire. Et par exemple, une des hypothèses qui est très utilisée, on vient d'entendre ça en réponse à la question, il y a la difficulté de factoriser des grands nombres. Et donc ça, c'est justement le problème mathématique qui est à la base d'un des codes les plus répandus en domaine de la cryptographie pratique, qui est le code RSA, par Rivest, Shamir et Adelman. On va revenir dessus, on va voir un tout petit peu plus tard pourquoi cela pose problème pour la sécurité. Donc la question,
La question donc à laquelle on est confondu, c'est que ces hypothèses peuvent être invalidées par de nouvelles technologies. On peut avoir, on va le voir, des nouvelles technologies qui mettent en péril, qui menacent ces hypothèses et qui ne sont plus valables. On peut continuer à augmenter le nombre de blocs, on peut continuer à augmenter la taille des nombres, par exemple pour le code RSA, mais on n'est pas à l'abri des nouvelles technologies ou des nouveaux algorithmes qui viendront casser ces hypothèses. Donc la question fondamentale qui se pose, c'est peut-on s'affranchir totalement des hypothèses? Est-ce que c'est une chimère d'imaginer qu'on peut quand même arriver à avoir un système indéchiffrable et matériellement possible? Et on va tenter de répondre à cette question. On va voir quelle sera la conclusion selon moi. On transposa, comme je vous ai dit, les problèmes cryptographiques, non plus de mathématiques, mais sur la sphère de la physique. D'accord? Ça demande un changement radical des conceptions de comment on imagine la cryptographie. La cryptographie a toujours été, comme vous avez vu, un sujet lié aux mathématiques. Comment arriver à former ces nombres aléatoires, de faire des hypothèses sur la puissance des calculs. Ça a toujours appartenu dans le domaine des mathématiques. Donc ça demande une différence, un changement de comment on réfléchit, des réflexions sur ces sujets pour passer à une compréhension physique de ces problèmes de la cryptographie. Et donc, quelle physique? On va parler évidemment de la physique quantique, et ce ne sera pas la première fois que la physique quantique nous a donné des solutions technologiques. On parle aujourd'hui de ce qu'on appelle les révolutions quantiques, et j'aime bien quand on l'utilise au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une première révolution quantique qui a suivi de quelques décennies le début de cette histoire, qui a été formulée par la théorie quantique de Planck au début du XXe siècle, quand des grands scientifiques comme ceux que vous reconnaîtrez ici, des très grands physiciens, ils ont essayé de comprendre comment fonctionne notre monde. Ils ont essayé de comprendre comment se comportent les électrons dans les atomes, des anomalies thermodynamiques, apparition des couleurs. Et en faisant ça, ils ont mis toute la base, en exploitant la théorie quantique de Planck, ils ont mis la base d'un très grand nombre d'innovations du siècle précédent. Et cela constitue ce qu'on aime décrire aujourd'hui comme la première révolution quantique, c'est-à-dire que nous avons observé la manifestation macroscopique des principes quantiques, d'accord, et on a pu les exploiter pour mettre en place des technologies aussi variées que les transistors, les disques durs, les GPS, l'IRM, les lasers. Donc, c'est-à-dire, vous réalisez, c'est essentiellement toute la base technologique de notre vie quotidienne aujourd'hui. Ces bases-là sont issues de cette première révolution quantique. Donc là, on a vu, mais le mot-clé ici, dans ce que j'ai dit pour la première révolution quantique, c'est le mot macroscopique. C'est-à-dire, on n'est pas pour construire ces technologies, nous avons utilisé la compréhension du monde par la physique quantique, mais nous n'avons pas pu à ce moment-là aller tout au cœur de ces propriétés quantiques et les exploiter directement. C'est exactement ce qui fait la deuxième révolution quantique qu'on a vu apparaître quelques décennies. Maintenant, je positionnerai juste à peu près 40 ans, avec la fameuse, peut-être les débuts, on pourrait les positionner à la présentation de Feynman, qui a dit, je vous cite ici, que Richard Feynman, il a dit dans le début des années 80, que la nature n'est pas classique. Il faut le comprendre, et donc si on veut simuler la nature, on sera obligé de le faire ça avec une machine quantique. On ne pourra jamais simuler un système naturel, un système qui existe dans la nature avec un système classique. Il faut qu'on construise, donc a dit Feynman, un système quantique. Et ça a mis la base du domaine des simulations quantiques, qui est une application majeure des technologies quantiques. En même temps, à peu près, il y a
il y a des physiciens ou des informaticiens comme Charles Bennett, Gilles Brassard, Arthur Eckert un peu plus tard, qui ont mis les bases de la cryptographie quantique. On va parler un peu plus tard plus en détail. Évidemment, je cite ici les grands physiciens à prix Nobel physique français, Serge Haros, Alain Aspect, qui ont fait des expériences pour montrer que l'on pouvait contrôler des particules quantiques uniques. Ils ont confirmé ce que la théorie prédisait et ils ont mis donc vraiment les bases de cette deuxième révolution quantique. Ou ce qu'on fait donc dans cette deuxième révolution, on manipule activement et très précisément et de façon très contrôlée des particules quantiques uniques. On n'est plus dans un contexte macroscopique et collectif d'exploitation des phénomènes quantiques. On va au niveau de la particule unique, on les fait interagir encore de façon contrôlée pour arriver à de vraies applications. C'est dans ces contextes-là qui sont développés les grands domaines des technologies quantiques, comprenant la cryptographie quantique. Avant d'aller voir un peu plus en détail ces applications, il faut voir un petit peu ces propriétés quand même qui forment vraiment la base de tout ce qu'on fait dans ces domaines. Il y a des concepts particulièrement importants, la superposition et l'intrication. Donc on va essayer maintenant de voir ce concept de superposition et intrication avant de voir comment ils sont exploités en pratique notamment pour les calculs et la cryptographie. Donc la superposition, ce qu'on fait, vous vous rappelez ce qu'on vient de dire, c'est qu'on vient donc manipuler les particules uniques à leur niveau, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre cette particule-là et encoder l'information. D'accord, l'information sur des propriétés de cette particule. Et donc, vous avez entendu tout à l'heure, Anne a expliqué qu'on a la façon dont on code l'information dans le monde classique, c'est binaire. On utilise donc, peu importe l'information qu'on code, on utilise ces systèmes binaires de 0 et d'1 pour coder l'information. Et bien dans le monde quantique, comme vous voyez, on a une façon de coder l'information plus riche. Dans un certain sens. Pourquoi? Parce que nos systèmes physiques qu'on utilise pour le codage de l'information, ces particules donc quantiques, ils peuvent se situer. Ils se situent au-dessus, on aime visualiser ça sur cette sphère que vous voyez ici, où vous pouvez imaginer donc que nos états quantiques où on vient coder l'information se trouvent sur cette sphère. C'est-à-dire qu'ils n'existent plus dans un état qui correspond juste à 0 et 1, mais ils peuvent aussi exister dans des états de ce type qu'on appelle donc les qubits. Donc, c'est un état de superposition des 0 et 1. Et si vous voyez ces petites notations ici, c'est pour ne pas oublier que ce n'est pas un chiffre, mais un système physique dont on parle. Donc, il y a derrière chaque 0 et 1 que vous voyez ici, il y a une particule et ses propriétés. Et cela nous permet de penser donc à un état physique. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça paraît, ok, d'accord, on peut l'écrire comme ça peut exister dans une combinaison donc de 0 et d'1, mais en fait, ça a des conséquences vraiment extrêmement importantes. Parce que comment on peut comprendre cet état d'un qubit comme ça? Donc, en fait, ce qui va se passer quand on va essayer de mesurer notre état physique, on va les trouver soit sur 0, soit sur 1, avec une certaine probabilité. Et cette probabilité est donnée par ces chiffres-là, et donc qui sont les coefficients de notre état de superposition. Et donc là, j'ai dit les mots qu'on retrouve toujours dans le monde quantique, et les mots probabilité, que tout est probabiliste. D'accord? Donc on a une certaine probabilité de trouver notre état quand on le mesure dans cet état-là ou dans cet état-là. D'accord? Et ça va être très important quand on va aller voir comment on utilise ces propriétés pour encrypter, pour générer des clés secrètes. Donc, du coup, pour devenir un tout petit peu plus concret, vous pouvez imaginer ces qubits comme un photon. Ça, c'est les photons. La lumière, c'est mon qubit préféré, personnellement. Et en général, pour la cryptographie quantique, c'est les qubits, c'est la façon qu'on utilise pour coder l'information. Donc, je rappelle à tout le monde que les photons est l'aspect corpusculaire de la lumière, et c'est tout à fait les supports d'information naturels pour quand on parle de communication dans n'importe
n'importe quel protocole de communication, de transfert d'informations. Donc, on utilise la lumière, on utilise l'aspect crépusculaire, les particules donc, de la lumière. Pourquoi? Parce que les photons, on peut les manipuler facilement, on peut les préparer, les mesurer, les transporter sur des longues distances. Ils sont beaucoup plus robustes face au bruit. Donc la lumière, c'est formidable. On l'utilise d'ailleurs, vous voyez, dans nos systèmes de télécommunications actuels, quand il y a la fibre optique qui vient chez vous pour la communication. Pour la communication, il y a de la lumière qui passe dessus, c'est juste que c'est au niveau classique. Donc là, moi, je suis en train de parler qu'on est au niveau des quantiques, donc on parle des particules uniques. Mais le canal de communication, ça peut, on va en revenir, ça peut être tout à fait une fibre optique. Et donc, pour comprendre, visualiser un peu ces concepts de superposition qu'on vient de voir, on peut imaginer, par exemple, qu'on a des photons uniques qui se retrouvent dans ces états de superposition. Donc là, par exemple, on est en train de mettre des 0 et des 1, c'est la polarisation, la direction donc de l'onde qui correspond à notre photon, qui peut être, par exemple, verticale ou horizontale. Donc, on a donc une description quantique de la lumière, de notre photon, qui passe par des filtres polarisants. Et la mécanique quantique nous dit qu'il y a une certaine probabilité donc que cet état-là soit projeté dans un état vertical ou une certaine probabilité que ça soit projeté dans un état horizontal. Et là, on peut aller faire des suites de filtres, des mesures de polarisation, et nous allons découvrir avec grand étonnement que les résultats qu'on trouve, donc la probabilité de retrouver des photons à la sortie d'une série de filtres comme ça, qui sont polarisés de façon différente, suivant donc la probabilité que la mécanique quantique nous impose, on trouve des probabilités qui n'existaient pas dans le monde classique. Et ça, c'est grâce à la superposition. J'ajoute aussi ici une propriété, un théorème donc, de la mécanique quantique qui est extrêmement importante pour la cryptographie. C'est le théorème du non-clonage qui nous dit qu'un état quantique inconnu ne peut pas être cloné. C'est-à-dire, c'est ça qui ne peut pas être fait. On ne peut pas prendre un état donc, qu'on ne connaît pas, un état d'un qubit, et le garder et générer un clone. Donc cela est impossible. Vous voyez immédiatement les conséquences de ça, c'est-à-dire cryptographique, dans le contexte cryptographique notamment. Donc, c'est impossible qu'un adversaire prenne un état quantique qu'il ne connaît pas et le clone et le garde dans son laboratoire. Donc, c'est-à-dire, on est ici dans un contexte extrêmement différent par rapport au monde classique où on peut tout à fait copier des états parfaitement sans générer des erreurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis après, on passe donc de la superposition à l'intrication. Et donc, les sujets donc, du prix Nobel de physique de cette année, l'intrication et la non-localité, je trouve personnellement que c'est un des concepts les plus jolis et les plus vraiment magnifiques de la mécanique quantique. Mais indépendamment de ces applications dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment, fondamentalement, c'est presque, c'est philosophique. Ça a un intérêt vraiment philosophique. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous dit donc le concept de l'intrication et de la non-localité? Que l'information peut être codée sur les propriétés donc, des particules intriquées. Et donc, ces particules, elles exhibent des corrélations non locales. Donc, tout ça, l'intrication et la non-localité, on va les voir un petit peu plus en détail, sont liées au concept de l'aléa. Donc, l'aléa existe aussi, le hasard existe aussi en physique classique, hein, mais en physique classique, ça provient de l'ignorance. Donc, c'est-à-dire, on peut trouver des phénomènes en apparence aléatoires quand on étudie des systèmes physiques dans le monde classique, mais cet aléa apparent est dû au fait qu'on ne connaît pas en détail les dynamiques et tout ce qui est les dynamiques qui régissent les systèmes qu'on étudie. Ce n'est pas un aléa fondamental.
Ça provient de l'ignorance. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est dans ces contextes-là qu'il faut comprendre le questionnement qu'a posé Einstein il y a maintenant autour des années 1930. C'est là où ça a été posé ce paradoxe. Donc, c'est les paradoxes qu'on connaît comme EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, où ils ont fait une expérience de pensée. Ils ont dit, OK, donc on peut imaginer qu'on a des états qui ressemblent à ça. Donc ça, vous voyez qu'on a vu tout à l'heure un état alpha 0 plus bêta 1. Ça, c'est un état d'un seul qubit qui se trouve dans un état de superposition. Ici, on a un état qu'on appelle un état intriqué qui consiste en un état dans 2 qubits. Donc on a des systèmes physiques qui existent ensemble dans cet état intriqué. Mathématiquement, cet état intriqué veut dire qu'on ne peut pas les écrire séparément. On ne sait pas comment écrire mathématiquement séparément les 2 états. Si vous essayez d'écrire le premier qubit comme alpha 0 plus bêta 1 et l'autre comme gamma 0 plus delta 1, et vous essayez de trouver comment arriver à cet état-là, vous n'arriverez pas. Donc, c'est ça mathématiquement la définition d'un état intriqué. Donc, on connaissait donc l'expérience de pensée d'Einstein, disait on sait qu'on a cet état intriqué, on suppose qu'on sait comment le générer, on éloigne les 2 particules tellement loin qu'ils ne peuvent pas se communiquer dans un contexte spatio-temporel, donc ils ne peuvent pas communiquer. Et si on mesure, si on voit cet état-là, si on mesure et on trouve le premier qubit dans l'état 0, on voit que le deuxième va se retrouver dans cet état-là, tandis que normalement, ils n'ont pas pu avoir communiqué. Donc, cette expérience de pensée posait beaucoup de problèmes à l'époque. Quand EPR, ils ont formulé le paradoxe, c'était pour ce qu'ils voulaient faire essentiellement, c'est de répondre à l'interprétation de Copenhague de ces problèmes, qui disait que si la mécanique quantique est une théorie complète, mais on ne peut pas décrire indépendamment ce système-là, tandis que Einstein, Podolsky et Rosen voulaient dire non, la mécanique quantique n'est pas une théorie complète, il y a quelque chose qui manque, c'est pas possible d'avoir ce type de comportement qui paraît aléatoire, ou même, ils appelaient ça les spooky action at a distance, donc l'action fantomatique à distance, comme si les 2 systèmes communiquaient, tandis qu'ils ne communiquent pas, ils se mettent d'accord sur quel résultat il fallait mesurer. Et donc, ça a mené à ces théories. Il soutenait donc Einstein qu'il avait cette théorie qu'on appelle la théorie des variables cachées locales qui vient compléter la mécanique quantique. Que donc, comme pour la physique classique, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, il y a certaines propriétés attachées à mon système physique dès leur genèse, à mes particules qui sont locales, réelles, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe après on les éloigne, et que cela doit expliquer les phénomènes, les corrélations qu'on observe quand on fait cette expérience de pensée. Il y avait un vif débat entre Einstein et Niels Bohr pendant au moins 20 ans sur ces sujets, jusqu'à leur mort. Et donc, il y a eu après John Bell qui est venu en 1962, qui est venu dire, ou 64, qui est venu proposer un système expérimental, un test expérimental de cette idée. Comment donc tester si c'est la théorie des variables cachées locales qui est vraie ou ce qu'on observe est en accord avec la mécanique quantique. Et donc, cette inégalité qu'on teste aujourd'hui est due à une évolution de cette inégalité de Bell par Clauser, Horne, Simoni et Holt. Vous reconnaîtrez ici le nom Clauser qui est un des prix Nobel, justement. Et ça prend cette forme où vous voyez qu'on combine les corrélations, les mesures selon certaines directions non polarisées. Et si la réalité est locale, il faut qu'on trouve quelque chose qui est moins de 2. Et si c'est la mécanique quantique qui est correcte, il faut quelque chose qui viole cette inégalité, donc qui est au-dessus de ces chiffres 2. Et c'est exactement ce qu'ont fait les expériences d'Alain Aspect en 1982. Et ils ont confirmé donc les prédictions de la mécanique quantique et que l'aléa est une propriété fondamentale de la mécanique quantique et la réalité est donc non locale. Donc c'est là à clos les débats provoqués par paradoxe EPR.
Il faut quand même, étant moi-même expérimentatrice, il faut toujours faire très très attention. Quand ils ont fait cette expérience, il faut toujours prendre en compte que dans la vraie vie, comme en cryptographie en particulier, on a vu que quand on considère ce qui se passe dans la vraie vie, les choses ne sont pas idéales. Et donc, il y a, quand on fait ces mesures, vous voyez avec les photons qui sont propagés à longue distance et on les mesure, on utilise des détecteurs, donc des détecteurs de photons uniques. Et les détecteurs de photons uniques, ce sont des systèmes expérimentaux qui ne sont pas parfaits. C'est-à-dire, ils ne mesurent pas tous les photons qui leur arrivent. On perd des photons dans ces systèmes. D'accord? Et donc, cela ouvre ce qu'on appelle l'échappatoire de détection, qui est important dans un contexte cryptographique, parce que cela veut dire, par exemple, qu'on peut considérer que la nature a fait en sorte que c'est les mesures qu'on a eues, les détections qu'on a eues, nous ont fait croire qu'on a bien violé l'inégalité de Bell, mais si on avait eu vraiment toutes les mesures de tous les photons générés, on n'aura pu peut-être pas violer l'inégalité de Bell. Vous voyez? Donc ça paraît un peu paranoïaque, mais c'est comme ça qu'il faut considérer, surtout dans un contexte cryptographique. Donc c'est très important, cela nous a obligés dans ce type d'expérience de faire l'hypothèse d'un échantillonnage non biaisé, c'est-à-dire qu'on considère que les résultats, les détections qu'on a eues correspondent de façon non biaisée à tous les photons, à tous les événements de génération de photons. Donc ça, c'est très important. Et les premières expériences sans échappatoire sont arrivées tout juste il y a quelques années, c'est tout récent. Donc c'est une évolution, ça n'a en fait, même si on a confirmé la non-localité et l'aspect aléatoire de la mécanique quantique, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, allons maintenant vers les applications. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire donc avec l'intrication et les superpositions? Eh bien, on peut faire un ordinateur quantique, donc qui nous promet un saut dans la puissance des calculs. Et là, j'aime beaucoup cette citation de notre collègue qui vient des États-Unis, qui s'appelle Scott Aronson, qui décrit très joliment ce qui se passe. Qui décrit très joliment ce qui se passe dans un ordinateur quantique. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Maintenant qu'on a vu la superposition et l'intrication, on a donc nos qubits dans ces états de superposition, on les intrigue, okay? On les intrigue dans un grand système avec plein de qubits, on a des corrélations et il faut exploiter ces corrélations pour un calcul. Et donc, c'est ce fameux parallélisme quantique où on voit qu'on a toutes les possibilités de tous les états ensemble en même temps. Et donc, comment exploiter ça? Parce qu'à la fin, on va quand même mesurer, et donc on n'aura qu'un résultat à la fin. Et puis, il faut que ça soit les bons. Et c'est pas évident, c'est ça la science des algorithmes de calcul quantique. Et on voit ici que ce qui fait les algorithmes de calcul quantique, ils font une certaine chorégraphie, c'est comme ça qu'il imagine Scott Aronson ces processus de calcul, et de telle sorte que les chemins suivis par les qubits est tel qu'il y a des interférences constructives pour les bons résultats et destructives pour les mauvais. Et donc, ça, c'est l'art de faire des algorithmes quantiques. Un des plus connus, c'est justement l'algorithme de Shor, qui nous a montré qu'on peut faire une accélération exponentielle pour les problèmes de la factorisation, qui est, vous vous rappelez, le problème qui est utilisé pour tous nos codes cryptographiques actuels. Et donc, selon Shor, si on arrive à faire une machine quantique qui peut implémenter l'algorithme de Shor, cela menace les systèmes cryptographiques qu'on utilise actuellement. Ça répond à la question du début. Et si jamais il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui casse les hypothèses qu'on a faites pour notre algorithme, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, qu'est-ce que c'est la solution? Il y a deux solutions parallèles qui sont imaginées par la communauté scientifique, et une est de continuer dans les chemins mathématiques. Et donc, ça, c'est le domaine qu'on appelle la cryptographie post-quantique, et donc où on imagine, on fait des problèmes autres que la factorisation, des algorithmes donc mathématiques qui peuvent être considérés robustes face aux attaques quantiques. Donc là, le mot important, c'est considérer, parce qu'on ne peut pas les prouver, parce qu'on peut imaginer qu'il y aura d'autres attaques
qu'on ne connaît pas encore. Donc, et on retourne à la bataille dont a parlé Anne entre cryptographes et cryptanalystes, où finalement, c'est vraiment, on a vu même cet été, il y en a 4 algorithmes post-quantiques qui ont été proposés par les NIST. Et il y a un de ces algorithmes les plus performants qui a été cassé cet été, et donc c'est le rôle des cryptanalystes de faire ça. Donc la cryptographie post-quantique est extrêmement intéressante, mais on est quand même toujours dans cet esprit où il faut casser et revenir. Et il y a la cryptographie quantique qui donne donc une promesse d'une communication avec une sécurité parfaite, comme on a vu, grâce aux propriétés de la physique quantique. Donc à quoi ça ressemble? Ça, c'est donc la distribution quantique des clés. Vous pouvez peut-être ignorer les petits détails d'implémentation. Ça, c'est le protocole proposé par Bennett et Brassard en 1984. D'où le nom de ce protocole, c'est le tout premier, bientôt on va fêter les 40 ans de ce protocole, où on a donc des qubits qui sont générés. Ici, vous voyez les 3 caractères principaux dans un système cryptographique. On a Alice et Bob qui sont les parties légitimes qui aimeraient échanger la clé pour l'utiliser ensuite pour leur chiffrement. Et on a l'espionne qu'on appelle Eve dans notre domaine qui essaye donc d'écouter, d'avoir de l'information sur cette clé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces protocoles? On a nos qubits, on prépare de façon complètement aléatoire. Vous voyez ici encore une fois l'importance de l'aléa, d'avoir une série de nombres aléatoires pour ces systèmes. On utilise, donc on prépare nos qubits dans un état aléatoirement choisi entre ces 4 états. On les transfère à travers le canal quantique qui est sous l'influence de l'espion. Le canal quantique donc, peut être n'importe quel canal où on peut transporter la lumière, dans un cas concret, une fibre optique, un canal optique. Et puis après, Bob, donc le récepteur, ce qu'il fait, il choisit lui aussi complètement aléatoirement une base de mesure. Donc il va mesurer soit sur cette base-là, soit sur cette base-là. Vous voyez, les qubits sont quoi, soit là, soit comme ça. Et donc, c'est là conclut la partie de la transmission quantique. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit la physique quantique? Eve ne peut pas copier les états envoyés par Alice. Vous vous rappelez du théorème du non-clonage. Elle ne peut pas observer à la fois dans les 2 ensembles de directions, dans les 2 bases. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui nous dit la mécanique quantique et les principes de superposition. Si elle mesure cet état-là dans cette base-là, elle va avoir un résultat probabiliste. Vous vous rappelez les erreurs alpha 0 plus bêta 1. Elle ne saura pas quel est le résultat et cela induit nécessairement et de façon absolument fondamentale à des erreurs. Et donc, il suffira qu'Alice et Bob comparent une partie de leurs résultats sur un canal classique pour qu'ils puissent ensuite mesurer l'erreur et comprendre qu'ils ont été espionnés et borner l'information qu'Eve aura pu obtenir sur leur clé. Dans ce système-là, qui est basé sur la superposition, Alice et Bob doivent faire confiance à leur dispositif. Donc ça, c'est important. Ils doivent donc, dans leur secteur-là, de leur laboratoire, il faut qu'ils fassent confiance, il faut qu'ils sachent s'ils choisissent cet état-là, c'est le bon état, ou s'ils mesurent sur cette base-là, que c'est la bonne base. Ça, c'est important. Et c'est ça... c'est cette hypothèse-là qu'on peut encore aller plus loin dans les termes cryptographiques en utilisant l'intrication. Ici, on a donc le protocole mis en œuvre notamment par Arthur Eckert, où on a une source de photos intriquées, comme dans l'expérience de Bell, vous voyez, vous reconnaissez. On a les 2 qubits donc, qui traversent, qui vont loin dans les 2 dispositifs de l'émetteur et du récepteur. Et dans ces cas-là, on utilise cette propriété qui nous dit que si les 2 qubits d'Alice et Bob sont parfaitement corrélés, donc intriqués, ils ne peuvent pas être corrélés avec un 3e qubit qui pourrait être Eve. Vous voyez, donc l'espion ne peut pas se mettre dans la communication entre Alice et Bob, s'intriquer avec E pour essayer d'obtenir des informations. C'est d'un point de vue fondamental, conceptuel, cela serait pareil, comme si on introduisait des variables locales cachées et donc on n'arrive plus à violer l'inégalité de Bell. Vous voyez, donc l'effet même qu'on arrive dans un système comme ça de violer l'inégalité de Bell garantit la sécurité, et non seulement garantit la sécurité, mais ils nous disent qu'on n'a même pas
en principe besoin de faire confiance à nos systèmes dans l'intérieur des laboratoires d'Alice et Bob, parce que s'ils ont quand même violé l'inégalité de Bell, ça ne peut qu'être qu'on satisfasse les conditions de la physique quantique, donc c'est extrêmement fondamental, et donc on ne peut pas avoir l'effet d'un espion dans la communication. Et donc, on minimise le plus possible les hypothèses sur les dispositifs, et c'est connu dans les domaines comme ce qu'on appelle device independence, ou en français indépendant du dispositif. Et de mon point de vue, c'est le plus proche qu'on puisse arriver à une sécurité parfaite où les hypothèses sont vraiment, vraiment minimisées. Je vais juste vous montrer maintenant, juste avant de conclure, que cela n'est pas juste une idée théorique, que ce n'est pas juste une idée sur un papier, cela existe. Et donc, le tout premier système de cryptographie quantique, c'était en 1989 qui a mis en place l'idée de Bennett et Brassard. Et c'est assez... La légende dit que ce n'était pas du tout sécurisé, bien évidemment, parce que c'était sur 30 cm d'espace libre, et parce que vous voyez ici ce système, ces modulateurs, il était utilisé pour choisir, vous voyez les 4 états qu'on a vus au début, et apparemment, il faisait un bruit différent pour chaque état choisi. Donc, il suffirait d'écouter la communication pour que ça puisse, pour comprendre, pour savoir quel état avait été choisi. Évidemment, dans ces cas-là, on n'a aucune sécurité. C'est ce que dit la légende, donc c'était un système rudimentaire. Mais on a fait quand même beaucoup de progrès depuis. Je vous montre ici un système de laboratoire, les systèmes commerciaux, des systèmes même intégrés, comme sur des puces photoniques. Donc, on va quand même, on n'est pas encore du tout dans un système comme un ordinateur portable là, mais on va, c'est des systèmes qui existent pour de vrai, pour lesquels on peut montrer des bonnes propriétés. Il y a quand même, si vous regardez quand même la performance de la génération de clés secrètes en fonction de la distance, vous voyez quand même qu'il y a une limitation fondamentale, que la portée maximale est limitée par les pertes dans des fibres optiques en général dans les canaux quantiques, et en mécanique quantique, on ne peut pas amplifier. La raison pour laquelle on peut faire, par exemple, des communications transatlantiques par fibre optique, c'est pas pour les signaux classiques, c'est parce qu'on peut mettre des répéteurs, amplificateurs du signal tous les 100 km au-dessous de l'océan, et cela nous permet de régénérer nos signaux et de transporter donc nos communications, Internet, tout ce que vous voulez, à travers tout autour du monde. Cela n'est pas possible avec la communication quantique. On ne sait pas amplifier un signal, un état quantique sans les détruire, sans détruire les corrélations. Donc, cela reste un problème. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va, pour aller vers des réseaux de cryptographie quantique, il y a plusieurs façons de faire. Tout d'abord, on peut voir la portée maximale d'un système de cryptographie quantique, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, et ce qu'on fait, si on dépasse la portée maximale, on génère des clés secrètes entre les nœuds du millier, ensuite une clé secrète entre le nœud du millier et l'autre interlocuteur, et ils font un one-time pad, donc un masque zétable ou un autre système de chiffrement pour transférer la clé entre eux. Et donc, du coup, cela veut dire qu'il faut vraiment faire confiance aux nœuds intermédiaires. Donc, ça, c'est des réseaux de nœuds fiables intermédiaires. Il y a certaines applications, mais ce n'est pas la sécurité parfaite et absolue à travers le monde qu'on aimerait avoir. Les plus grands réseaux du monde qui appartiennent à cette catégorie de nœuds fiables est en Chine. Vous voyez ici une infrastructure donc, de cryptographie quantique qui s'étend sur des milliers de kilomètres avec un très grand nombre de nœuds. Ça inclut même aussi un satellite, comme vous voyez ici. Le protocole que je vous ai montré tout à l'heure, qui est basé sur l'intrication, ils ont pu le faire avec une source de photons intriqués qui est sur les satellites. Alice et Bob, donc, les deux interlocuteurs au sol, séparés par plus de 1000 kilomètres, qui ont pu échanger donc une clé secrète par intrication sur le sol. C'est vraiment fantastique les progrès que la technologie a fait. En Europe, on n'est pas en sorte, on avance aussi beaucoup dans cette direction. Et puis, il y a des très gros progrès qui vont vers éviter donc ces nœuds de confiance, aller vers des répéteurs quantiques qui sont basés sur la téléportation quantique. Mais là, ça sera un sujet de notre exposé. C'est toute une autre histoire d'expliquer la téléportation et
les répéteurs quantiques, c'est aussi fascinant que la cryptographie. Donc, je vais conclure. Selon moi, je crois que la réponse à la question qu'a posée Anne à son exposé est la chimère de Kirchhoff. Moi, je dirais qu'un système de chiffrement parfaitement indéchiffrable en pratique est quand même sans doute une chimère. Je pense que c'est sans doute impossible d'imaginer qu'on peut faire vraiment, pour de vrai, dans la vraie vie, un chiffrement parfait, indéchiffrable. Il y a quand même des hypothèses minimales qu'il faut satisfaire. Je crois que tout de même que les propriétés de la physique quantique dont on a parlé nous permettent d'aller le plus proche possible à cette sécurité parfaite. On minimise les hypothèses nécessaires dans ce que je vous ai montré basé sur la non-localité. Les seules hypothèses qui finalement restent, c'est qu'on doit, dans les systèmes de dispositifs indépendants, la seule hypothèse qui reste, c'est qu'il n'y a pas d'informations qui fuient le laboratoire d'Alice et de Bob. Mais ça, c'est inhérent à tout système cryptographique. On ne peut pas non plus avoir les espions qui se trouvent dans les laboratoires. Dans ces cas-là, c'est vraiment impossible d'assurer cette cryptographie. Et donc, du coup, je pense qu'on est quand même capable, dans ces systèmes physiques, de minimiser ces hypothèses le plus possible. On se rapproche de l'idéal de cette sécurité parfaite. Et puis, il ne faut pas oublier, et la communauté entière le croit très fortement, que si on veut faire une chaîne cryptographique complète, c'est-à-dire authentifier notre canal, distribuer les clés et faire le chiffrement, il faut des solutions hybrides, physiques et mathématiques, qui présentent de très grands avantages et que c'est un sujet actuellement très recherché. Et avec ça, j'aimerais vous remercier pour votre attention.